Monsieur le ministre, vraiment merci à vous d'être là. Je suis heureuse que cette audition soit partagée aussi avec les membres de la Commission des finances, que nous avons invités à partager cet échange avec vous. Et je remercie les collègues qui sont en visio. Alors, votre dernière audition, Monsieur le ministre, devant notre délégation, remonte au 30 octobre 2019, sous la présidence de notre éminent collègue Jean-Marie Bockel, et nous vous avions auditionné sur deux sujets, on va dire, brûlants de l'époque pour les collectivités territoriales. Un qui soulevait, vous vous en doutez, un enthousiasme extrêmement modéré de la part des sénateurs, c'était la suppression de la taxe d'habitation. Et le deuxième volet sur lequel nous avions sans doute un regard plus positif parce que il le valait bien, c'était le texte sur la transformation de la fonction publique. Depuis, nous savons que la crise Covid est venue bouleverser toutes les certitudes sur l'efficacité de l'action publique, mais aussi sur les modalités d'exercice de l'action publique et sur les perspectives financières des collectivités. Celles-ci ont répondu depuis mars 2020 à des demandes et des besoins de la population qui n'entraient nullement dans leur champ de compétences, mais quand il y a urgence, elles l'ont fait. Et à tel point qu'au sortir du premier confinement en mai 2020, on a pu parler d'un séisme financier pour les finances locales qui était difficilement chiffrable. On parlait de 20 milliards d'euros pour 2020 et 2021 selon les associations d'élus et 14 milliards pour le gouvernement. Devant cette incertitude et en même temps l'urgence de mesurer l'étendue j'ose dire, de ces dégâts et la nécessité d'agir et de préparer le budget, le Premier ministre avait recommandé un rapport sur le sujet à notre collègue président de la délégation aux collectivités de l'Assemblée, Jean-René Cazeneuve, que nous allons d'ailleurs recevoir tout à l'heure, pour nous éclairer sur l'actualisation de l'impact de la crise sanitaire. Donc, au sortir de l'adoption de la loi de finances pour 2021, qui a arrêté un certain nombre de mesures relatives aux collectivités territoriales, mais vous avez bien noté, Monsieur le ministre, parce que vous avez été très présent, les attentes légitimes des sénateurs, mais aujourd'hui, votre parole est encore très attendue. Et pour ma part, j'aurais deux types de questions, Monsieur le ministre, et j'aimerais qu'on puisse à la fois être sur des questions extrêmement financières et à court terme, mais aussi sur des réflexions plus structurelles. Je vais démarrer par celle-ci. D'ailleurs, le président de la République, l'an dernier, a demandé au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, des propositions structurelles fortes pour l'avenir. Le président du Sénat a constitué un groupe de travail, disons, écuménique, ce qui n'empêche que chaque groupe ou chaque famille politique peut avoir, on va dire, quelques différences de point de vue au final, mais en tout cas, le Sénat a formulé 50 propositions pour les libertés locales, mais en fait, le sujet, c'est l'efficacité de l'action publique, comment rendre à nos concitoyens partout sur le territoire la meilleure action publique au bon niveau en optimisant les ressources quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, il nous semble que l'appétence pour les propositions du Sénat soit assez mesurée. On l'a vu lors du débat des PPL, et je dirais que le projet 3D ou 4D est un peu, on dit dans ma Bretagne, comme Anne dans son donjon qui dit « Ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Alors, bon, voilà, on a un horizon lointain et incertain, ce qui est un vrai sujet, parce que pendant cette crise, je crois que toutes les missions, tous les acteurs, tous les commentateurs ont bien vu l'impérieuse nécessité pour une efficacité de l'action publique très attendue par nos concitoyens, d'une meilleure organisation des choses. Donc il y avait deux questions ou deux propositions qui vous concernent plus particulièrement. La première, c'est la proposition du Sénat d'instaurer un rendez-vous régulier entre le gouvernement et le Parlement pour réévaluer les compensations financières de transfert de compétences aux collectivités locales, parce qu'il y a le transfert des ressources nécessaires au financement des compétences au moment de leur transfert, mais on sait, et on a des exemples notamment dans les départements,
que le coût de ces compétences augmente, non pas de la seule volonté des élus locaux, mais de contraintes parfois réglementaires qui leur sont imposées. Donc, Charles Guené, au titre de la Commission des finances, reviendra certainement là-dessus. Et puis, la deuxième proposition qui faisait suite à ce grand débat qu'on a eu sur un projet enfin une loi de finances pour les collectivités, comme on l'a sur la sécurité sociale. On a beaucoup débattu de ce sujet et cette proposition n'a pas du tout été retenue parce qu'elle ne nous semblait pas optimale et qu'elle pouvait même constituer un piège pour les collectivités. Donc nous avons retenu l'idée d'un débat annuel au Parlement consacré aux finances locales, juste avant l'examen par le Parlement du projet de loi de finances initial, parce qu'on sait que tout ce qui a trait au financement de compétences des collectivités est parfois fondu ou dispersé dans le budget. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de ces sujets très importants pour l'avenir, et des questions plus conjoncturelles. Donc la première, c'est la territorialisation du plan de relance. C'est un enjeu budgétaire, mais aussi politique. Alors, je ne vais pas parler des modalités de mise en œuvre du plan de relance, mais dans les 100 milliards d'euros du plan de relance, quelle est véritablement la part des mesures nouvelles dédiées spécifiquement aux collectivités, parce qu'on sait que ces 100 milliards embrassent des mesures qui existent déjà. Deuxième question, on a évoqué les mesures des dernières lois pour une notion de filet de sécurité qui garantirait un niveau minimal de recettes aux communes et aux intercos. On a la compensation de la baisse des droits de mutation, mais on a aussi, vous le savez bien, Monsieur le Ministre, on en a parlé, la baisse de recettes des collectivités liées aux services. Enfin, dernier point, vous avez proposé avec Madame Gourault une initiative que nous avons trouvée fort intéressante, qui est celle d'un groupe de travail sur le financement du bloc communal. Je ne vais pas m'attarder, mais on ne cesse de dire depuis des années que quand même aujourd'hui le financement des collectivités relève de l'incongruité, d'un empilement de choses qui viennent se contrarier ou se compenser. Bref, il y a peu de visibilité et parfois la péréquation que l'on fait n'est pas aussi équitable qu'elle devrait l'être. Donc ce groupe de travail réunit des associations d'élus, les commissions des finances des parlements et des délégations aux collectivités. Bernard Delcros et Charles Guené ont assisté à cette entrée en matière. Que pouvez-vous nous annoncer quant à la suite de ces travaux ? Merci, Monsieur le ministre, de répondre à ces questions. Les collègues en auront un grand nombre. Et je rappelle que notre réunion fait l'objet d'une captation vidéo sur le site internet du Sénat. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, présents ou dans la salle ou en visio. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous une belle année 2021 en faisant le souhait collectif et partagé, je crois, qu'elle soit à la fois plus facile et plus apaisée que celle qui vient de se clore. Vous avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente, qu'un président présent vous avait indiqué hier qu'il était bien de commencer à l'heure. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs qu'être à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc, autant vous dire que je souscris pleinement à cette initiative. Quelques mots à la fois pour répondre à vos questions et revenir sur la situation financière des collectivités et l'impact que la crise Covid et ses conséquences économiques et sociales peuvent avoir sur ces finances locales. D'abord, rappeler que la crise est intervenue à un moment où les finances des collectivités, nonobstant des problèmes structurels que nous connaissons, je pense notamment au financement des dépenses des départements en matière sociale, étaient dans une situation d'amélioration. D'amélioration par un excédent qui allait croissant, par un investissement qui était reparti très fortement sur 2019 et 2018. Et cela s'explique à la fois par la maîtrise des dépenses de fonctionnement par les collectivités, toutes les collectivités, pas seulement celles qui avaient été amenées à être concernées par ce que nous avons appelé les contrats de Cahors, et par le maintien des dotations de fonctionnement à un niveau global, sans refaire le débat de la répartition locale et des critères d'accès à la péréquation. Et donc cette crise est aussi intervenue à un moment où le niveau de trésorerie des collectivités était important, ce qui est assez fréquent, mais ce qui a permis aux collectivités, je crois, de faire face et de répondre présentes, comme vous l'avez rappelé, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Nous avons apporté un certain nombre de réponses avec vous, puisque
les PLFR successifs ont été votés de manière extrêmement transpartisane et partagée, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, et les réponses que l'on peut lister de manière chronologique. D'abord le PLFR 3, avec 3 éléments de réponse en PLFR 3. D'abord la mise en place d'un mécanisme d'avance remboursable pour les pertes de DMTO des départements, à un moment où, vous l'avez rappelé, nous craignons les uns et les autres que la perte de DMTO puisse atteindre 20 ou 25% sur un modèle ou une comparaison avec ce qui avait été connu il y a un peu plus de 10 ans, à l'occasion de la crise financière. Le deuxième outil qui a été mis en place est la mise en œuvre, l'inscription dans la loi d'un mécanisme de garantie des recettes fiscales et domaniales. Nous n'avons pas intégré, malgré les demandes de plusieurs sénateurs et de députés, la compensation des recettes tarifaires, considérant à la fois que c'était le secteur sur lequel des économies de constatation pouvaient être réalisées et parfois difficilement mesurées, mais considérant aussi que l'impact budgétaire pour l'État aurait été par trop important et qu'il y avait une volonté inédite, puisque j'ai eu l'occasion de le dire devant votre Assemblée plusieurs fois, de garantir les recettes fiscales et domaniales, mais que nous ne souhaitions pas aller au-delà en termes de prise en charge. Et puis enfin, nous avons inscrit dans le PLFR 3 une dotation de soutien à l'investissement local supplémentaire à hauteur d'1 milliard d'euros. 40% de cette décile d'1 milliard d'euros ont été délégués au cours du mois d'août, 20% l'ont été depuis, et à date, 61% de cette DSIL a été déléguée et 60% fait l'objet d'engagement. Et les travaux vont continuer puisque nous avons acté, comme nous nous étions engagés avec Jacqueline Gouraud, le report des autorisations d'engagement et des crédits de paiement non consommés sur l'exercice 2021 pour que le milliard soit bien pleinement au rendez-vous en termes de soutien à l'investissement. Lors de l'examen presque conjoint du PLFR 4 et du PLF, nous avons apporté progressivement et dans le débat d'autres dispositions et d'autres ajustements. D'abord, pour ce qui concerne le mécanisme de garantie des recettes fiscales et domaniales, nous avons procédé à 2 modifications. La première consiste à préciser le montant à inscrire en PLF 2021, puisque tous les sommes versées pour le mécanisme de garantie ne relevaient que d'acompte. Et nous attendons la fin et la clôture des exercices 2020 pour arrêter exactement le montant de cette garantie. Nous l'estimons à 510 millions d'euros, ce qui est bien inférieur à l'estimation que nous avions faite lors du mois de juillet. Et cela tient compte de la réalité des recettes fiscales notamment, qui ont été perçues par les collectivités, recettes fiscales qui ont largement mieux résisté que prévu. Pour ce qui concerne les DMTO, nous sommes sur des baisses inférieures à 10% par exemple, même si nous savons les uns et les autres qu'il y a de l'hétérogénéité entre les collectivités locales. Je dis d'ailleurs que pour ce qui concerne l'État, les recettes fiscales ont tout aussi bien résisté que les recettes des collectivités et que nous avons l'occasion avec les dernières semaines de l'année 2020 de constater que même par rapport à nos prévisions réactualisées en PLFR 4 et en PLF 21, nous réalisons, je n'ose pas dire des plus-values puisque ça reste très inférieur à 2019, mais des moins-values moins importantes que ce que nous craignons. Nous avons aussi procédé à un deuxième ajustement qui consiste à prolonger pour 2021 le mécanisme de garantie sur la seule partie des recettes fiscales, je précise évidemment, avec un objectif qui est notamment de tenir compte de l'effet retard avec lequel la CVAE peut être impactée par les effets de la crise. Nous le faisons avec un sentiment assez rassuré, si je dois vous dire la vérité, dans la mesure où les prévisions dont nous disposons, qui ne sont pas tout à fait arrêtées, car vous savez que le système des acomptes peut avoir un effet positif une année et avoir un effet négatif à contrario l'année suivante, mais nos prévisions à date nous laissent envisager une diminution de la CVAE en 2020 de manière globale entre 2 et 2,5%, ce qui est là aussi très inférieur à ce que nous craignons les uns et les autres, et ce qui est assez cohérent avec un maintien de la TVA à un niveau moins dégradé que prévu, et nous faisons évidemment un lien entre ces deux fiscalités. Nous avons aussi prévu, avec le PLFR 4 et le PLF 21, d'améliorer ce mécanisme de garantie en intégrant une disposition spécifique aux communes de moins de 5 000 habitants pour leur garantir, sous forme de compensation, le niveau des DMTO, puisque les communes de moins de 5 000 habitants perçoivent les DMTO avec un décalage d'1 an par rapport aux départements ou aux communes plus importantes. Enfin, nous avons intégré
3 dispositions particulières. Une première disposition pour abonder le fonds de péréquation des DMTO entre départements à hauteur de 60 millions d'euros, de manière à garantir que ce fonds de péréquation garde la dynamique en termes de volume qui avait été arrêté. C'est un geste unilatéral de la part de l'État pour accompagner le maintien de la péréquation entre départements qui nous semblait utile, puisque nous savons que cette péréquation profite aux départements les plus fragiles. Nous avons intégré une disposition qui est sans commune mesure en termes de financement. Nous sommes sur une dizaine de millions d'euros pour faciliter et permettre la prise en charge de 50% du loyer du mois de novembre lorsqu'une collectivité abandonne le loyer du mois de novembre au profit d'un locataire commerçant ou d'un locataire entreprise, sur le modèle de ce que nous avons fait avec un crédit d'impôt pour le secteur privé. Et enfin, et surtout, si je puis dire, nous avons intégré un dispositif d'avance remboursable sur le même modèle que les DMTO, c'est-à-dire assorti d'une forme de clause de retour à bonne fortune pour les autorités organisatrices de mobilité, en tenant compte sur le modèle de ce que nous avions discuté avec Île-de-France Mobilité, à la fois de la perte du versement mobilité, mais aussi de la perte de recettes tarifaires, et c'est la seule dérogation ou entorse que nous faisons à notre propre règle, notre propre ligne de conduite, de non prise en compte des recettes tarifaires, mais du fait de la spécificité des services de transport en commun. Sur ce point-là, je disais, c'est peut-être la disposition principale pour le PLF 21 et le PLFR 4, dans la mesure où cela concerne un peu plus d'1,9 milliard d'euros, 1,2 milliard pour Île-de-France Mobilité et 950 millions d'euros pour les autorités organisatrices des mobilités des autres régions. J'ajoute, mais vous l'avez en tête, que le PLF 21 se traduit aussi par le maintien du niveau global des dotations de fonctionnement, le maintien des trajectoires de péréquation verticale pour la DSU et la DSR, et le maintien des dotations à l'investissement classique, DETR, DSIL, indépendamment de ce que nous avions proposé et que vous aviez adopté en PLFR 3, ainsi que d'autres concours aux investissements, puisque nous sommes autour d'une grosse dizaine de milliards d'euros au total de concours de l'État aux investissements des collectivités, même si dans nos débats, nous nous arrêtons souvent à la DETR et à la DSI. Le PLF 21, et c'est le troisième point que je veux aborder, prévoit aussi un certain nombre de dispositions qui tiennent au plan de relance. De manière extrêmement spécifique, et je reviendrai en conclusion sur la question de la territorialisation du plan de relance que vous avez abordé, Madame la Présidente. Nous avons d'abord acté un certain nombre de dispositions dans le désordre et sans ordre de priorité. Je pense notamment à l'aide aux maires bâtisseurs qui sera versée en 2 échéances, août 2021 et août 2022, sans que les communes aient à faire quelque démarche que ce soit, puisque ce sont les services de l'État qui pourront mesurer la délivrance d'autorisation de construction ou de rénovation sur les territoires considérés comme denses. Nous sommes sur environ 350 millions d'euros. Et puis nous avons acté, je tiens à m'arrêter un instant sur ce point-là, le fait de flécher une partie des crédits que l'État consacre à la rénovation énergétique des bâtiments vers les collectivités territoriales. Nous avons inscrit dans le plan de relance, au total, 4 milliards d'euros pour le soutien à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Sur ces 4 milliards d'euros, il y en a 2,7 qui ont été fléchés sur les bâtiments de l'État ou des universités. Ces 2,7 milliards ont été attribués la semaine du 15 décembre à 4 214 projets, avec une volonté de nous appuyer, une volonté, aujourd'hui un constat, sur le travail fait par les préfets et les préfets de région. Et nous avons privilégié à chaque fois que nous l'avons pu des opérations de moins de 100 000 euros, ce qui correspond au seuil de déclenchement des marchés publics en application de la loi ASAP pour les projets qui relèvent de la relance. Nous avons aussi acté qu'au-delà de ces 2,7 milliards, 300 millions d'euros seraient consacrés à la rénovation thermique des lycées dans le cadre de chantiers menés par les régions, avec une compétence donnée au préfet de région pour accompagner et contractualiser avec les régions sur le financement de la rénovation thermique des lycées. Il y a 50 millions d'euros qui sont consacrés à des opérateurs, et il reste 950 millions d'euros qui seront consacrés à la rénovation thermique des bâtiments des collectivités locales. Nous avons décidé avec Jacqueline Gouraud que ces 950 millions d'euros qui initialement devaient faire l'objet d'un appel à projet ne seraient pas gérés en appel à projet, nous en connaissons les limites. Nous allons demander au préfet de région d'accompagner les collectivités pour leurs entreprises, leurs chantiers de rénovation thermique, avec des modalités d'attribution de cet argent qui soient des modalités proches, voire comparables, identiques à celles de la DSIL, ce qui est évidemment moins chronophage que la procédure des appels à projets.
Notre objectif est que les collectivités puissent être accompagnées, et notre objectif est que le plan de relance puisse concerner tous les territoires. Et il y a, et j'en viens à la question de la territorialisation, des mesures qui sont très spécifiques aux collectivités, celles que je viens d'évoquer. J'aurais pu ajouter les 300 millions d'euros qui sont l'objet pour le coup d'appel à projets en matière d'accompagnement des projets de mobilité par les intercos ou par les régions. On vise principalement les intercos en la matière. Et il s'agit là de sommes qui sont véritablement consacrées au suivi des collectivités locales. De la même manière, vous avez certainement pris connaissance du décret du 28 décembre qui ouvre, comme je m'y étais engagé et comme Amélie de Montchalin s'y est engagée à ma suite, l'aide à l'embauche d'apprentis aux collectivités locales, puisque nous avions indiqué notre volonté que les collectivités locales soient accompagnées comme les employeurs privés en matière de recours à l'apprentissage. Au-delà, il y a dans le plan de relance des mesures qui évidemment font l'objet d'utilisation, de déploiement conforme à des règles nationales ou confiées à des opérateurs au niveau local, je pense notamment aux agences, sur lesquelles il est compliqué de dire que telle somme ou telle autre somme sera définitivement et précisément consacrée aux collectivités, dans la mesure où ça relève souvent de logiques d'appel à projet et d'accompagnement, que ça dépend donc d'initiatives et de leur capacité à être sélectionnées ou à être montées. Et puis, j'ajoute une précision qui a son importance. Nous souhaitons que le déblocage, le déploiement du plan de relance soit rapide, et nous avons prévu des clauses de revoyure extrêmement sévères pour faire en sorte que lorsque les budgets ne sont pas consommés, ils puissent être redéployés sur d'autres actions. Je pense par exemple à des actions qui marchent très fort, comme la numérisation des entreprises ou industries du futur, et donc qui nous obligeront à un moment ou à un autre à des redéploiements. Je précise enfin que nous avons prévu des accords avec les régions, et que nous avons aussi prévu et autorisé, une circulaire a été publiée au cours du mois de décembre, des accords infrarégionaux de relance pour permettre à des départements, à des intercommunalités de contractualiser directement avec l'État pour l'accompagnement des projets qui sont les leurs, dès lors qu'ils s'inscrivent en écho avec les priorités du plan de relance. Où en sommes-nous aujourd'hui? J'en termine par là. Les informations dont je dispose à cette heure sont les suivantes concernant l'état des comptes des collectivités locales. Je précise qu'elles ne sont pas définitives puisque nous sommes encore dans la journée supplémentaire et que toutes les opérations n'ont pas été enregistrées. Au 30 décembre 2020, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales sont, de manière très globale, en hausse pour 2020 de 0,4% par rapport à 2019, ce qui est beaucoup moins que ce que nous imaginions du fait des impacts de la crise. Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 1,3%, ce qui nous évite de manière très globale, très macro, de rencontrer l'effet ciseau que nous craignons. Mais il faut noter qu'en 2019, l'augmentation des recettes était à 2,8% et qu'il y a donc une baisse significative. Nous constatons une épargne brute qui progresse toujours à date, au 30 décembre, de 8,3%. Mais j'ajoute immédiatement que ces chiffres sont évidemment très macro, qu'ils ont des déclinaisons par strate de collectivité qui sont différentes, et qu'au sein d'une même strate de collectivité, nous rencontrons des situations hétérogènes en fonction de la structure économique des territoires et de la structure de leurs recettes, et que, comme à l'accoutumée, ces chiffres macro rencontrent toujours des traductions différentes sur les territoires. Il y a, j'y reviendrai très certainement à l'occasion des questions, un point que je n'ai pas abordé, qui est la compensation des impôts de production. Nous en avons longuement débattu en séance ici même et à l'Assemblée, mais si vous avez des questions complémentaires, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a enfin quelques enjeux que vous avez évoqués, Madame la Présidente, et qui rejoignent notre volonté. L'enjeu des dépenses sociales, nous le savons, et cela fait l'objet de discussions qui sont aussi compliquées qu'elles l'ont été les années précédentes, mais c'est normal vu l'ampleur et l'importance des enjeux, et elles continuent. Il y a un enjeu sur l'investissement et le rythme de l'investissement, puisque si la situation des collectivités se dégrade beaucoup moins que ce que nous craignons, il y a quand même cet enjeu d'investissement et ce besoin de visibilité. C'est malheureusement aussi lié à la situation épidémique. Et puis, il y a un certain nombre d'enjeux structurels. Et d'ores et déjà, je peux vous affirmer que le groupe de travail que nous avons mis en place avec Jacqueline Gros, qui ressemble ou qui pourrait jouer ce rôle d'observatoire, d'analyse, à la fois des évolutions, mais aussi de l'hétérogénéité de la situation. C'est un groupe de travail auquel nous tenons et que nous allons continuer à réunir pour affiner cette connaissance et ce partage des connaissances sur la situation des collectivités. Que l'idée d'un rendez-vous régulier, comme vous le proposiez, d'un débat
sur la situation des finances locales et une proposition qui, à titre personnel, me paraît tout à fait intéressante et, si j'ose dire, le membre du gouvernement que je suis répondrait évidemment à toute convocation et initiative du Sénat ou de l'Assemblée si un tel débat était organisé et si nous y étions conviés. Je partage la même réserve que celle que vous avez évoquée concernant la loi de financement des collectivités territoriales. C'est un point auquel j'ai réfléchi à plusieurs reprises et qui pouvait paraître séduisant, mais qui, après réflexion, paraît assez compliqué, dans la mesure où l'analogie qui est souvent faite avec la loi de financement de la sécurité sociale ne tient pas, puisque les recettes du système de santé sont relativement maîtrisées par l'État, à l'exception du niveau de l'assiette, mais ça, les cotisations s'appliquent à une assiette qui évolue, comme la fiscalité s'appuie à une assiette qui évolue. Et il me paraît assez improbable d'imaginer une loi de financement qui s'appuierait sur des dépenses qui seraient par nature à la main des collectivités et sur des recettes dont la connaissance par le Parlement au moment du vote ne serait que très parcellaire, puisque dépendant aussi des délibérations de plus de 50 000 collectivités ou établissements pouvant, d'une manière ou d'une autre, fixer leur niveau de recettes par des taux ou des appels de contribution. Donc c'est la raison pour laquelle je partage vos réserves et je trouve plus séduisante, si je puis dire, l'idée d'un débat annuel pour avoir une visibilité, un débat d'ensemble sur les collectivités, sans s'arrêter à ce que nous avons tous connu à un moment ou à un autre, c'est-à-dire un débat sur les variables d'ajustement et les évolutions parfois à la marge d'un système plutôt que sur le principal, puisque nous savons les uns et les autres que souvent ce sont sur des franges du bloc et de l'enveloppe normée des concours de l'État aux collectivités que nous discutons, sans revenir sur les masses les plus importantes, et peut-être que le débat que vous évoquez nous permettrait d'avoir cette vision plus globale et plus large. Je ne suis pas certain, Madame la Présidente, d'avoir répondu à toutes les questions que vous avez posées, mais si ce n'est pas le cas, j'y reviendrai en répondant aux autres sénateurs. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, je ne pense pas qu'il s'agit d'un oubli volontaire. Il y avait une question également complémentaire que j'avais posée sur l'instauration d'un rendez-vous régulier pour parler de la réévaluation de compensation financière, de transfert de compétences. Ça, c'est un vrai sujet, vous le savez bien. Je veux pas croire que l'oubli de cette question était volontaire, ni que cela corresponde à un déni des choses. Donc, j'aimerais bien voilà, que vous puissiez donner un avis sur ce sujet. Et avant de passer la parole aux collègues, et beaucoup de collègues veulent prendre la parole, je dirais juste, Monsieur le Ministre, un mot sur les appels à projets. Je vous avoue que je sens dans les territoires une forme d'irritation, d'agacement sur la multiplication des appels à projets qui viennent de la part de l'État, mais aussi des collectivités. Alors, en soi, l'idée, elle peut être pertinente et intelligente, mais qu'on voit beaucoup de collectivités qui s'essoufflent à répondre à des appels à projets, qui mobilisent de l'ingénierie mais aussi beaucoup de finances, et qui au final ne passent pas l'obstacle, alors que parfois ces collectivités ont mobilisé tout leur conseil municipal, ont mobilisé la population, et ensuite il faut aller dire notre dossier ne devait pas être suffisamment bon, on n'a pas été pris, et puis il est retenu, et puis il y a toutes les collectivités qui n'ont pas les moyens de don. Voilà, ce n'est pas l'objet de notre débat, mais je souhaite passer un message là-dessus. Et puis, Monsieur le ministre, juste pour clore, j'ai bien entendu que les recettes des collectivités pouvaient dépendre des délibérations qu'elles prenaient sur leur taux de fiscalité. Je vous avoue que là, on va gagner du temps parce qu'on a de moins en moins d'autonomie. Donc, l'affaire va être un peu réglée. Donc, je voudrais bien que vous répondiez à ma dernière question. Et ensuite, j'ai pour l'instant 5 prises de parole. 6, voilà, n'hésitez pas, chers collègues. Merci, Monsieur le ministre. Je vais répondre en 2 points. D'abord sur l'autonomie, pour dire qu'au titre des enjeux que j'ai évoqués, des débats, je pense que nous aurons à affronter ce débat sur un choix entre l'autonomie fiscale, l'autonomie financière et les conséquences que cela peut entraîner. Sur le rendez-vous que vous évoquez, c'est un sujet qui nous paraît extrêmement intéressant et qui permettrait effectivement d'avoir de la clarté et de la visibilité. J'ai eu l'occasion de demander à un groupe d'experts et d'anciens responsables politiques de travailler sur les perspectives en matière de finances publiques et de gouvernance des finances publiques. C'est une proposition utile qui pourra être vue
je n'étais pas dans le déni, mais je me préparais à répondre à cette question lorsque le sénateur Dallier sera intervenu sur la compensation de la taxe foncière pour les logements sociaux, puisque nous avons quelques sujets récurrents et pour lesquels, par ailleurs, nous partageons le constat d'une compensation qui n'est pas intégrale, qui est aussi le fruit de très longues années d'érosion ou de mise en place de mécanismes. Mais cela fait partie des choses qui nous permettront d'y voir plus clair. Il y a une question de méthode sur la détermination de ce qui relève d'une décision imposée, de ce qui relève d'une décision partagée ou d'une décision totalement décentralisée ou déléguée, ce qui rendrait ce rendez-vous pas nécessairement simple à monter, mais en tout cas intéressant. Et la dernière chose sur les appels à projets, si nous avons fait ce choix de confier le déploiement des 950 millions d'euros d'aide à la rénovation thermique au préfet sur les mêmes modalités que la DSIL, c'est parce que nous entendons la même lassitude que celle que vous évoquez et que par ailleurs avec Jacqueline Gouraud, nous avons tous les deux l'occasion de diriger des collectivités de taille relativement modeste et que nous savons que trop l'épuisement et la difficulté à positionner parfois certaines collectivités sur les appels à projets. Et enfin, toute dernière chose, j'ai un chiffre que je voulais citer et que je n'ai pas cité tout à l'heure. Lorsqu'on regarde au titre des mesures d'urgence et des mesures de garantie que nous portons pour les départements, pour le bloc local et indépendamment du milliard de DSIL, nous arrivons à 4,2 milliards d'euros mobilisés pour participer au maintien des recettes des collectivités en fonctionnement. Et j'intègre les AOM et je n'intègre pas dans ce chiffre le milliard de DSIL ni les 950 millions d'aide à la rénovation thermique qui relève pour nous de la section d'investissement et pas de fonctionnement, bien évidemment. Monsieur le ministre, n'hésitez pas à contaminer de manière positive le gouvernement sur l'appétence que vous avez pour les excellentes propositions du Sénat. Donc, 6 prises de parole, Didier Rambaud, puis Charles Guéné, Laurent Burgoa, Céline Brulin, Bernard Delcros, Philippe Dallier. Voilà. Didier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, deux questions. Une, comme vous le savez, je suis parlementaire de l'Isère, donc d'un département de montagne, et donc vous faire un zoom plus particulier sur les stations de ski et rappeler à l'ensemble de mes collègues qu'effectivement les stations de ski, c'est une donnée importante de notre économie, beaucoup d'emplois, de recettes fiscales. Nous avons aussi un important constructeur mondial de remontées mécaniques. Alors bien sûr, il ne s'agit pas, c'est pas le lieu de débattre de l'opportunité ou pas de la réouverture des remontées mécaniques, mais néanmoins, poser une question sur les mesures de soutien qui peuvent être envisagées par le gouvernement pour les communes touristiques. Il y a eu effectivement des tas de mesures de soutien pour les exploitants de remontées mécaniques, les commerces, vis-à-vis des saisonniers, les moniteurs de ski et de toutes les activités touristiques et hôtelières qui sont liées au fonctionnement des stations de sport d'hiver. Mais les communes aussi font également face à des pertes de recettes. Je voulais vous donner un chiffre qui est assez révélateur. Lorsque vous achetez 1 euro dans un forfait de ski, derrière, ce sont 7 euros de dépenses supplémentaires qui sont générées. Deuxième question, on l'a un peu abordée sur la question du rendez-vous entre le Parlement et le ministère sur l'évolution des finances locales. Dans le rapport de Jean-René Cazeneuve, notre collègue député, il y a une proposition de créer un observatoire suivi de l'impact de la crise sur les finances locales. Je trouve personnellement cette idée fort intéressante, parce qu'aujourd'hui on est en train de faire face à une bataille de chiffres engagée par les élus, et donc le gouvernement, à mon avis, doit permettre aux collectivités de voir plus clair face justement à ce florilège de chiffres qui sont avancés par les uns et les autres. Donc, Monsieur le Ministre, comment comptez-vous prendre en compte cette recommandation du collègue Cazeneuve de création de cet observatoire et le cas échéant, peut-être nous préciser le calendrier de mise en place. Merci. Les questions de Charles Guéné, de Laurent Burgoa, si vous êtes d'accord, Monsieur le Ministre. Ok, Charles, si... Merci Madame la Présidente, merci aussi à Monsieur le Ministre pour les précisions qui nous ont apportées. Les questions que je vais poser recoupent aussi celles de mon collègue, mais ça ne vous étonnera point. Simplement, en ce qui concerne les compensations aux collectivités locales du fait de la pandémie,
je ne suis pas de ceux qui ont l'habitude de crier au loup sans raison, donc je trouve que si on a une approche moins grave que celle qui était attendue, je m'en réjouis. Simplement, on voit très bien que votre analyse est quand même, et vous le dites d'ailleurs en regardant l'état des collectivités locales, est assez macroéconomique par le fait. Alors, on sait que, ne serait-ce que par les problèmes tarifaires et toutes ces choses-là, on peut avoir quand même des problèmes locaux, etc. Est-ce que vous excluez ou est-ce que vous envisagez, lorsque, on l'espère, la pandémie sera terminée, un examen et des mesures qui pourraient être ponctuelles sur des collectivités qui auraient subi des dégâts particuliers ou non? Deuxième élément, on a abordé la possibilité d'un budget identifié pour les collectivités locales tout à l'heure, et vous venez de dire votre préférence pour un débat annuel. Nous avons eu aussi hier à la Commission des finances à la Cour des comptes, et on a pu évoquer un peu aussi d'autres initiatives en la matière. Et on voit très bien que, en tout état de cause, la trajectoire des finances publiques, comme la maîtrise générale de la structure des finances publiques, échappe de plus en plus au Parlement et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et est-ce que, en plus de ce débat qui nous paraît intéressant, vous n'envisagez pas aussi, vous savez, quelque chose qui m'est cher, c'est de travailler un peu plus cette gouvernance systémique, comme on le dit, et effectivement, ça recoupe aussi peut-être une possibilité observatoire, mais aussi, comme dans les pays qui nous entourent, une relation permanente entre État, collectivités locales et Parlement, pour qu'on puisse effectivement, avec la part d'impôts nationaux qui sont aujourd'hui dans les ressources des collectivités locales, donc mettre en place cette nouvelle gouvernance. Qu'en pensez-vous? Et troisièmement, et dernière question, on remarque, mais ça rejoint un peu ma question précédente, que très souvent, aujourd'hui, dans les textes, on a une absence de volet financier. On voit la loi 3D, on nous indique qu'effectivement, on va discuter de beaucoup de choses, mais lorsqu'on évoque le volet financier, on nous dit, pour l'instant, il n'est pas question de mettre un volet financier dans la loi 3D. Et je vous avoue qu'en tant que parlementaire, ça me choque qu'on puisse discuter de transfert de compétences, etc., et qu'on n'ait pas un volet financier. Et de la même manière, on a eu, lorsqu'on a fait la loi mobilité, lorsqu'il s'est agi de regarder comment on allait travailler la mobilité dans les territoires ruraux, il y avait une possibilité d'évoquer un volet financier. Il n'a pas eu lieu. Et on voit dans quelle situation on est à 2 mois de l'échéance du transfert aux régions ou non, où les collectivités locales des territoires ont un choix à faire et qu'elles n'ont pas les moyens de le faire parce que ce volet financier n'est pas complet. Qu'en pensez-vous aussi? Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le nouveau sénateur que je suis souhaite d'abord vous remercier pour votre disponibilité et votre écoute. Je trouve que vous faites partie des ministres qui sont le plus à l'écoute des parlementaires. Je tenais à vous le dire en tant que nouveau sénateur. J'aimerais vous interroger par rapport au RSA en prenant un cas pratique que je connais bien, c'est-à-dire le département du Gard, où nous avons plus de 30 000 bénéficiaires du RSA, avec une augmentation depuis mars dernier de 2 000 nouveaux bénéficiaires, avec pour le budget 2021, donc plus 10 millions d'euros en dépenses, et avec une recette de l'État qui pourrait faire sourire de plus 100 000 euros par rapport à cela. Donc, vous comprenez très bien que les élus gardois attendent avec impatience de voir comment l'expérience de notre collègue Philippe Dallier de renationalisation du RSA dans son département qui lui est cher va se passer. Nous regarderons cela avec la plus grande attention, Monsieur le ministre. Et dans mon cas pratique, j'ai une question directe. Lorsqu'un département vous demandera au gouvernement
s'il peut reprendre à sa charge le RSA, quelle année de référence sera prise en compte pour cette renationalisation? Après les réponses de Monsieur le ministre, j'inviterai Céline Brulin, Bernard Delcros et Philippe Dallier. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Quelques mots pour répondre aux trois intervenants dans l'ordre de leur prise de parole. D'abord, pour répondre au sénateur Rambaud sur les questions de stations de ski. Le mécanisme de soutien que nous avons mis en place est un double mécanisme, puisqu'il s'agit à la fois de veiller à ce que les commerces situés en station de ski soient tous éligibles au fonds de solidarité, avec cette évolution des règles qui fait que c'était 1 500 € par mois, 10 000 pour les pertes d'activité du mois de novembre. Je saisis l'occasion pour indiquer à votre délégation que nous avons indemnisé pour la perte d'activité de novembre plus de 820 000 entreprises pour un total de 3,6 milliards. Le mois de décembre, c'est un plafond à 10 000 € ou alternativement 20% du chiffre d'affaires constaté en décembre 2019, plafonné à 200 000 €. Et nous avons annoncé, et je le souligne parce que cela répondra à des difficultés propres aux stations de ski, la volonté que nous avons avec Bruno Le Maire de revoir ce dispositif pour janvier, notamment pour tenir compte des entreprises dont les coûts fixes sont particulièrement importants et qui, par leur organisation, notamment dans le secteur touristique, se heurtent à des questions de plafond, et notamment le plafond d'aide à 800 000 €. Et donc nous trouverons là aussi des moyens d'accompagner les acteurs du tourisme, en particulier du tourisme hivernal. Il faut ajouter à cela la prise en charge à hauteur de 70 000 € des pertes d'exploitation des remontées mécaniques. Et je précise que cette prise en charge des pertes d'exploitation est valable pour les entreprises de remontées mécaniques comme pour les services publics de remontées mécaniques, notamment les régies. Nous avons annoncé, c'est Elisabeth Borne qui l'a fait, le maintien de la prise en charge de l'activité partielle à 100%. Et il y a un point que nous n'avons peut-être pas suffisamment souligné, mais qui concerne directement les collectivités qui accueillent les stations de ski, c'est le fait que nous ayons, avec votre accord et votre soutien, et même à votre demande, reporté et prolongé le mécanisme de garantie des recettes fiscales. Cela couvre la question des taxes de séjour. Et le fait de l'avoir prolongé sur l'année 2021 va aussi permettre de prendre en compte pour les collectivités la perte de taxes de séjour par rapport à une année habituelle, par rapport à la référence 2017-2019, liée à l'absence de fréquentation ou à la baisse forte de fréquentation dans les stations de ski. Mais la principale réponse tient dans le fonds de solidarité, son extension, et celle à laquelle nous allons procéder dans les jours qui viennent. Sur la question de l'observatoire, et cela rejoint une question posée par Charles Guéné tout de suite après, le groupe de travail que nous avons mis en place avec Jacqueline Gros tient pour nous ce rôle d'observatoire. Je ne suis pas sûr, alors peut-être que nous devrons le formaliser, le structurer de manière plus officielle, mais je pense que l'essentiel est d'avoir la connaissance et la connaissance partagée plutôt que de nous intéresser et de nous concentrer sur la structure et la nature juridique de la structure qui nous réunit. Nous avons ouvert les débats avec Jacqueline il y a maintenant quelques semaines. Nos services travaillent avec les services des associations d'élus et avec les collaborateurs des parlementaires directement concernés. Pour ce qui concerne le mois de janvier, la réunion technique s'est tenue mardi, donc il y a 2 jours. Et d'ici la fin de cette semaine, au plus tard, le tout début de la semaine prochaine, nous serons en capacité de partager avec votre délégation et avec celle de l'Assemblée les éléments qui ont été partagés et sur lesquels se sont accordés et se sont retrouvés les collaborateurs des associations comme les collaborateurs du gouvernement sur la situation des collectivités locales. Et je pense vraiment que c'est ce travail qui compte plutôt que la forme en tant que telle que cela peut prendre, et le fait que ce soit partagé nous paraît très important. Sur les questions évoquées par Charles Guéné il y a un instant, je pense évidemment que le sénateur a raison lorsqu'il dit que l'analyse est très macro. Je disais moi-même qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité à cette situation. Et c'est une des raisons qui nous a amené à prévoir un mécanisme de garantie qui se calcule collectivité par collectivité, à l'initiative des directeurs départementaux des finances publiques, pour les recettes fiscales et domaniales en 20 et uniquement fiscales en 21, parce que ça peut répondre à cette hétérogénéité lorsque l'hétérogénéité concerne la perte de recettes, tout particulièrement, plutôt qu'une réponse globale. Évidemment, nous accompagnons des collectivités en situation particulière. Il y a un élément rassurant qui tient au fait que le nombre de collectivités inscrites en réseau d'alerte n'a pas significativement augmenté au cours de l'année 2020, ce qui est plutôt rassurant. Et l'essentiel des collectivités inscrites dans ce réseau d'alerte
présentent les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire plutôt d'être ultramarines et pas nécessairement impactées, pour certaines d'entre elles aussi durement, que des collectivités métropolitaines par le Covid, mais là aussi, il y a une forme d'hétérogénéité. Nous accompagnons les collectivités qui rencontrent des difficultés par des avances de fiscalité, des avances de dotation. Cela concerne quelques dizaines de collectivités pour les avances de dotation et quelques centaines pour les avances de fiscalité, essentiellement liées à des problèmes de trésorerie. Et il y a un examen qui est au cas par cas. Et par ailleurs, j'ai eu l'occasion, mais dans des quantités, pardonnez-moi, un nombre assez peu important, une dizaine ou une quinzaine, d'accorder un certain nombre de dérogations aux règles comptables, notamment pour permettre à des collectivités, pas nécessairement d'ailleurs en lien qu'avec la crise Covid, ayant des réserves ou des provisions en investissement, de faire des transferts vers la section de fonctionnement lorsque ça répondait à des situations de difficultés particulières. Sur la question de la fragmentation et de la visibilité, je partage la remarque et cela fait partie des points d'ordre du jour, en tout cas des sujets que nous avons demandé à la commission présidée par Jean Arthuis d'aborder, notamment pour avoir une visibilité sur l'ensemble de la dépense publique, l'ensemble des recettes publiques, et faire en sorte que les liens qui existent entre les trois grandes sphères de la dépense publique soient plus connus. C'est le cas pour les collectivités, c'est aussi le cas pour la dépense sociale, surtout maintenant que nous connaissons une situation hors crise, et je dis bien hors crise, où presque la moitié des recettes de la sécurité sociale est liée à de la fiscalité portée par l'État et non à des cotisations. Sur le calcul des compensations, j'ai eu l'occasion d'y revenir, mais vous avez, pardonnez-moi, je suis confus, évoqué l'absence de volet financier dans un certain nombre de lois thématiques. Il s'agit là d'un sujet qui me rend schizophrène. C'est-à-dire que l'ancien parlementaire que je suis trouve utile et intéressant d'avoir une vision et des dispositions financières dans les textes thématiques. Le ministre des Comptes publics que je suis est très attaché au monopole de la loi de finances en la matière. Et c'est là la difficulté. Alors quand il s'agit de transfert, on peut avoir une réponse avec le rappel des règles de calcul des allocations de compensation, des commissions de transfert de charges, mais nous n'avons pas les sommes qui sont inscrites et ça nécessite une coordination avec les textes financiers qui n'est pas toujours évidente. Mais comme je disais, je suis partagé entre la responsabilité que j'exerce et l'envie d'en savoir plus parce que je suis amené à voter. Enfin, sur les questions de RSA, d'abord pour dire à monsieur le sénateur que je ne sais pas répondre immédiatement à sa question sur l'année de référence, puisque ça fait partie des discussions et il y a plusieurs hypothèses qui sont encore ouvertes. Les expérimentations ont aussi cet objectif-là. Si je pouvais avancer une année ou dire si c'est la moyenne des trois dernières années, comme pour l'outre-mer, ça serait plus facile pour moi aujourd'hui, mais ça fait encore partie des discussions avec l'ADF, donc il faut trouver un point d'équilibre sur ce sujet-là et dire que nous espérons évidemment que les expérimentations nourrissent ce débat. On est aujourd'hui sur l'augmentation des dépenses en matière d'allocation individuelle de solidarité, exactement sur le même schéma que ce que je décris depuis tout à l'heure, c'est-à-dire une très grande hétérogénéité. On est sur une augmentation moyenne à date, toujours à date, inférieure à 2%. Or, il y a des départements qui ont des augmentations qui dépassent les 15% et d'autres qui ont une forme de stabilité de la dépense en la matière. Ça tient beaucoup à la structure économique des territoires et au fait que les plus impactés, les plus touchés par la crise sont souvent ceux qui avaient plusieurs emplois, plusieurs temps partiels, travaillaient dans des domaines soit touristiques, saisonniers, événementiels, et l'arrêt des activités les précipite dans une forme de précarité, donc de minima sociaux. On retrouve, selon la typologie du territoire, une augmentation plus ou moins forte des allocataires du RSA. Donc là aussi, la hausse moyenne est beaucoup moins importante que ce que nous imaginons, mais territoire par territoire, ça peut être beaucoup plus fort dans certains territoires que dans d'autres, et y compris dans des territoires connus pour leur dynamisme économique. C'est ce qui est assez frappant. J'ajoute enfin que habituellement le fonds de stabilisation qui est voté chaque année en PLFR de fin d'exercice est à hauteur de 115 millions d'euros. Pour l'année 2020, nous l'avons porté à 200 millions d'euros. Et le Premier ministre a eu l'occasion d'annoncer que pour 2021, il sera aussi à 200 millions d'euros avec, dans ses modalités d'attribution, le souci d'accompagner les départements les plus fragilisés par l'augmentation des dépenses sociales. Céline, puis Bernard, puis Philippe. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué un certain nombre de montants financiers
Je pense par exemple à la traduction du mécanisme de garantie que vous avez évalué à 510 millions d'euros. Est-ce que vous avez aussi fait évaluer, puisque vous savez qu'il y a débat sur ce sujet comme sur d'autres, sur l'année de référence prise en compte et qu'un certain nombre d'élus et de leurs associations suggéraient de prendre plutôt les 3 dernières années. Est-ce que vous avez évalué la proposition qui est celle des élus? Même chose sur les recettes tarifaires. Vous avez dit que prendre en compte les recettes tarifaires serait trop lourd pour l'État, ce que je peux tout à fait entendre, mais est-ce que vous avez évalué tout ça? Je dis ça parce que on a écho, et là encore, un certain nombre d'associations d'élus alertent là-dessus, sur le fait que des communes, notamment, vont avoir des difficultés à s'engager dans la relance pour des raisons financières, et que peut-être que ce qui peut paraître trop lourd à un moment est aussi de nature à agir sur la relance à plus long terme, et donc à considérer en termes d'investissement à long terme. Je dis ça d'autant plus que la situation et la crise financière est peut-être plus durable qu'on ne l'imaginait les uns et les autres, et que les collectivités vont de nouveau être sollicitées, voire même elles n'ont pas besoin d'être sollicitées. Elles se proposent, par exemple, pour contribuer à la vaccination en mettant des sites, des lieux à disposition, ou en organisant des transports, puisque je sais qu'un certain nombre d'entre elles envisagent des transports pour permettre aux personnes âgées, notamment à leur domicile, d'accéder à la vaccination. Et j'en viens, c'est mon dernier point, sur la traduction, sur la territorialisation du plan de relance, qui est évidemment la traduction dans les territoires du plan de relance, mais il y a aussi là des attentes sur le fait que les besoins des collectivités soient mieux pris en compte. En gros, que le plan de relance ne se résume pas, je le dis un peu cash, mais aux uniques priorités de l'État, et qu'il y ait un dialogue entre les priorités évidemment affichées par l'État et les besoins des collectivités. Vous avez évoqué une clause de revoyure, si j'ai bien compris, qui permettrait que des crédits non consommés puissent être redéployés. Quelles seraient les marges dans ce contexte-là? J'ai un sujet en tête, mais je sais qu'il ne concerne pas uniquement mon département, qui est celui de la Seine-Maritime. C'est par exemple la défense incendie, qui est quelque chose qui lie l'État aux collectivités. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que dans le cadre du plan de relance, des financements soient déployés pour équiper nos communes au regard des exigences en matière de défense incendie? Merci. C'est pour cette question sur la verticalité des choses. Bernard et Philippe. Oui, merci Madame la Présidente. Merci d'abord d'avoir organisé cette rencontre importante sur la question des finances des collectivités. Et merci à vous, Monsieur le Ministre, d'être présent aujourd'hui. Je voudrais vraiment, en toute sincérité, m'associer aux propos de Laurent Bergoin et à mon tour vous remercier pour votre disponibilité, votre écoute à toute épreuve, les réponses toujours précises que vous apportez, votre pragmatisme et votre approche objective des choses, c'est sincère et je sais que c'est largement partagé. Alors, moi je voudrais aborder un sujet, parce qu'en fait on a deux sujets. Il y a un sujet qui est, c'est ce qui concentre nos énergies en ce moment, qui est de répondre à la situation générée, c'est l'urgence, à la situation générée par la crise, les pertes de recettes des collectivités, on l'a évoqué, le plan de relance, bon, tous ces sujets-là qui sont importants et c'est la priorité, mais il ne faudrait pas que cette nécessité de répondre à la situation engendrée par la crise sanitaire masque la nécessité, me semble-t-il, sur la durée, d'assurer la fiabilité et la pérennité des ressources des collectivités. Parce qu'au fil du temps, alors ça ne date pas de 2017, mais ça ne s'est pas non plus arrêté en 2017, on voit bien qu'on a peu à peu déstructuré et fragilisé les ressources des collectivités, notamment les ressources fiscales. Ça rentrait dans le détail, on pourrait parler de la réforme de l'ATP en 2010-2011, avec l'instauration du FNGIR, figé, dont on mesure aujourd'hui, on l'a évoqué à l'occasion du PLF 2021, les limites. Il y a eu la réforme de la taxe d'habitation, où les solutions qui ont été apportées pour les collectivités sont les meilleures qui pouvaient l'être sans doute, je le pense en tous les cas, mais il n'empêche que dans le temps, elles posent problème, et à travers le PLF 2021, sur l'article 58, vous avez, on l'a souvent évoqué, essayer de répondre à la question de l'impact
de cette réforme fiscale sur le potentiel fiscal des collectivités, donc sur la péréquation, mais on sait que la réponse qui a été apportée, on n'est pas complètement sûr, et on a évoqué ce sujet avec Philippe Dallier à plusieurs reprises, qu'elle sera complètement sécurisée dans le temps. Bon, il y a la baisse des impôts de production, il y a le FPIC dont on a pu mesurer qu'avec l'agrandissement des périmètres des intercommunalités, il méritait sans doute non pas d'être abandonné, parce que c'est un bon système de péréquation, en tout cas je le pense, mais peut-être d'être révisé. Bref, on voit bien qu'il y a un travail de fond à faire, au-delà de la situation de crise, il y a un travail de fond à faire pour essayer d'assurer aux collectivités des ressources fiables, pérennes. Je ne suis pas un partisan acharné d'autonomie fiscale, parce qu'elle peut être source aussi d'inégalités. L'autonomie fiscale, elle est intéressante si elle s'accompagne d'un système de péréquation important. Et ce qui me paraît surtout utile, c'est qu'il y ait une répartition juste et équitable des ressources des collectivités. Du coup, ma question est simple, c'est au-delà des sujets d'urgence sur lesquels on est concentré, ne pensez-vous pas qu'il y a un travail de fond à mener, mais qu'il faudrait peut-être engager, voilà, sans attendre aussi, sur un réexamen et une révision pour la mise en place de ressources à la fois fiscales, mais globalement d'un panier de ressources qui soit fiable et pérenne pour les collectivités. Voilà, je ne vais pas être plus long, simplement ajouter un point, c'est que sur la question du budget spécifique aux collectivités, je partage complètement l'avis de Françoise Gatel et le vôtre, Monsieur le Ministre, à savoir, même si ça pouvait paraître intéressant a priori, je faisais partie des gens qui se disent, tiens, pourquoi pas, quand on travaille un peu sur le sujet, on s'aperçoit que ça présente sans doute plus d'inconvénients que d'avantages, et par contre que l'idée d'un débat annuel réservé aux finances locales pourrait être, me semble-t-il, intéressant. Et encore une fois, merci aussi pour le groupe de travail que vous avez mis en place, qui est en fait un groupe de concertation. Et je pense qu'il pourrait avoir vocation à durer au-delà de la période de crise dont on sortira, j'espère, le plus tôt possible. Merci beaucoup. Philippe. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, tout d'abord un mot sur la DSIL rénovation énergétique. J'étais très heureux de vous entendre dire que vous donniez des consignes au préfet pour changer un peu la règle du jeu, parce que dans mon département, la date limite, c'était la semaine prochaine. Alors pour déposer les dossiers, alors pour un dispositif dont on a connu à peu près les contours à la fin de l'année dernière, et même dans un département où il n'y a que 40 communes et en majorité des communes plutôt importantes, pour toutes les communes moyennes, c'est très compliqué. Et c'est toujours pareil, il y a une espèce d'effet d'aubaine. Ceux qui ont des dossiers dans le tiroir prêts vont pouvoir les déposer et les autres vont regarder passer les trains. Donc j'espère effectivement que la consigne va arriver très vite. Mais après, reste évidemment le choix pas dire le choix du roi, mais le choix du préfet. Ils vont sélectionner tel ou tel dossier. C'est toujours la même problématique. Certains vont passer à côté sans trop savoir pourquoi. Donc, au-delà du problème de procédure et du contenu des dossiers que vous demandez, c'est vrai que moi, je m'interroge toujours. Franchement, une subvention d'investissement qui ne soit pas liée à un dossier appel à projet, qu'est-ce qu'on gagnerait comme temps à la fois côté mairie, côté préfecture, et pour un résultat qui serait là, parce que si l'État avait effectivement décidé d'attribuer une subvention d'investissement non fléchée a priori, je pense que tous les maires les auraient utilisés. Second sujet, c'est effectivement la mise en place des conséquences de la suppression de la taxe d'habitation. À quelle date les maires disposeront-ils des chiffres pour l'année 2021 ? Parce qu'on a eu des simulations. Alors, j'ai autant vous dire que les chiffres qu'on nous avait transmis à l'époque étaient assez abscons. À quelle date les maires auront-ils effectivement les chiffres valables pour leur budget 2021 ? Parce qu'il y a le problème des bases, et puis après le problème des compensations. Alors, pour le coup, Monsieur le Ministre, je ne vais pas vous parler des compensations de la taxe foncière pour les bailleurs sociaux, mais par exemple, tout simplement, de celle pour la taxe d'habitation. L'année de référence, on m'a dit que c'est 2019. Donc vous avez des communes qui vont perdre, à taux équivalent, qui vont perdre une partie du produit des compensations que l'État leur versait en 2020 dans ce jeu de passe-passe. Enfin voilà, il y a des incertitudes. Donc on nous dit, on ne devrait pas y perdre, tout devrait être compensé, mais le diable étant dans les détails, je pense que nous y reviendrons et que certaines communes vont avoir de mauvaises surprises. Mais raison de plus pour donner les chiffres le plus tôt possible, pour que dès l'élaboration du budget au printemps, on sache sur quelle base partir, et c'est particulièrement important dans un contexte aussi incertain en matière économique et budgétaire.
Philippe. Il nous restera ensuite l'intervention de deux collègues qui sont en visio, Jean-Yves Roux et Sonia de la Provôté. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Pour répondre à Madame la sénatrice Brulin, l'évaluation que nous avons faite d'une compensation des pertes de recettes tarifaires que nous n'avons pas retenues est la même que celle que le Sénat avait fait dans les amendements qui ont été débattus ici même, soit un peu plus d'1 milliard d'euros. C'est l'évaluation que nous partagions et c'est ce qui explique pourquoi, une des explications en tout cas, en plus des économies de constatation et d'hétérogénéité, nous n'avons pas retenu cette disposition. Par contre, pour la compensation des recettes fiscales et domaniales qui a été intégrée, j'ai indiqué que cela représenterait, selon nos prévisions, autour de 510 millions d'euros. J'ai le sentiment que la disposition telle qu'elle a été adoptée répond à votre attente. C'est-à-dire que nous avons pris comme base de comparaison les 3 années, 2017, 2018 et 2019. Et vous auriez préféré qu'on prenne que 2019, si j'ai bien compris. Nous avons retenu les 3 ans, car nous avons voulu, d'une part, au bénéfice des collectivités, éviter que certaines d'entre elles soient pénalisées par des ressauts sur les années précédentes qui ne seraient pas prises en compte, et au bénéfice de l'État, pour éviter qu'un ressaut en 2019 ou une augmentation très forte entre les 3 années soit onéreuse sur la compensation pour l'État. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion de l'indiquer, cette règle des 3 ans est celle qui est communément retenue pour le calcul des compensations ou des mécanismes de compensation de transfert de charges. C'est la raison pour laquelle on a fait une forme de parallélisme des formes. Sur la territorialisation, je l'indiquais tout à l'heure, nous avons, enfin, si je puis le dire ainsi, pu avancer et publier à la fin de l'année la circulaire qui autorise les préfets de départements et de régions à contractualiser sur des plans de relance avec des collectivités autres que les régions. Ça peut être des intercommunalités. Notre préférence va plutôt vers des intercommunalités de taille assez importante ou des regroupements, ou avec des départements. Le département de la Gironde et celui de la Charente ou Charente-Maritime, j'ai un doute, c'est le département de Dominique Bussereau, ont d'ores et déjà annoncé et rendu public de telles signatures. Ces accords se font sur des bases de cofinancement des projets portés par les collectivités. Par contre, dès lors qu'il s'agit de mobiliser une partie des 100 milliards d'euros du plan de relance, ça se fait en fonction des priorités du gouvernement et de l'État sur la question du plan de relance. Si les collectivités ont des priorités dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, priorités qui leur appartiennent, c'est évidemment légitime. Nous veillons à articuler les choses, mais en termes de mobilisation de financement, pour ce qui est des financements de l'État, ceux-ci sont bien évidemment mobilisés autour des priorités qui sont les nôtres, assez larges, du plan de relance. La clause de revoyure que j'ai évoquée a comme principal objectif, non pas de modifier des priorités du plan de relance, nous espérons que ça ne soit pas utile, mais de veiller à ce que des projets qui devaient être engagés dans les 6 premiers mois, dans les 8 premiers mois, et qui ne le seraient pas ou qui auraient pris trop de retard, soient abandonnés en termes de financement au profit de projets qui marchent très bien, d'actions qui marchent très bien, puisque nous avons comme objectif un décaissement rapide, puisque c'est la rapidité du décaissement et son volume qui participent à la relance. C'est en cela que je parlais de clause de revoyure et de suivi de ces projets. Pour Bernard Delcros, en le remerciant bien évidemment, le sujet abordé est évidemment le sujet peut-être le plus important qui est devant nous et qui n'est pas nécessairement lié à la crise Covid. Vous avez rappelé l'évolution de la fiscalité, la suppression de la taxe professionnelle en 2010, d'une part, avec le FNGIR, dont on sait aujourd'hui que son caractère figé est un vrai souci pour les collectivités dont la situation a évolué depuis. De la même manière, la suppression de la part salaire en 1999 avait donné lieu d'abord à un dégrèvement, ensuite une compensation, et enfin une transformation de cette compensation par une fraction de la DGF, qui explique d'ailleurs c'est une des explications à la différence, à la situation parfois comparable de niveau de DGF par habitant entre les communes. Y voir plus clair et avoir des mécanismes qui permettent de garantir que l'on connaisse et que l'on maîtrise les effets sur la péréquation au-delà des mécanismes de gel que nous avons, avec l'aide du CFL, introduit dans le PLF 2021, est évidemment une priorité. Et je pense que la pérennité, la lisibilité et le débat que j'évoquais tout à l'heure entre autonomie financière et autonomie fiscale pourraient nous occuper pendant très longtemps, mais serait assez fondateur si on veut véritablement reprendre le système de financement des collectivités locales. J'ai eu l'occasion de dire parfois avec un peu de provocation le fait que si nous actions collectivement
d'aller vers l'autonomie fiscale des collectivités. Cela aurait notamment pour conséquence que je ne serai pas devant vous pour présenter des mesures de compensation de recettes, puisque qui dit autonomie complète dit aussi capacité à faire face tant à l'augmentation qu'à la baisse des ressources en fonction de la nature de celle qui est affectée. Mais ce débat-là, qui me passionne par ailleurs, peut-être est prématuré dans une situation de crise comme celle que nous vivons, mais en tout cas, je partage l'intérêt de le mener. Je profite de votre intervention pour vous dire que, conformément à ce que nous avions évoqué ensemble lors du débat, l'ordonnance qui permet aux régies thermales publiques de bénéficier de la prise en charge de l'activité partielle, vous aviez évoqué le sujet pour des stations, notamment dans le Massif central, a été publiée le 21 décembre avec un caractère rétroactif. Et donc pour les régies publiques, les régies thermales publiques, c'est la prise en compte de l'activité partielle qui manquait, qui pêchait, est désormais possible. Enfin, pour la question de la décile rénovation énergétique, je prends le point sur les délais. Il faut effectivement qu'il y ait un peu de souplesse et y faire extrêmement attention. Quels sont les critères de choix que nous avons indiqués au préfet pour l'attribution de ces financements? Ce sont les deux mêmes critères que ceux qui ont été retenus par l'État pour la sélection de ses propres projets à hauteur de 2,7 milliards. La performance énergétique, d'une part, et je précise que nous sommes sur de la rénovation et pas de la construction, pour être tout à fait précis sur le champ de ce qui sera accompagné. Et le deuxième critère qui est très impératif, et même tout à fait impératif pour le ministère des Comptes publics et celui de la relance, c'est la capacité et l'engagement des porteurs de projets à ce que les marchés publics soient notifiés au cours de l'année 2021. Puisque si nous voulons pousser la relance, il faut que ces marchés publics soient notifiés, y compris pour que les entreprises puissent s'en servir auprès de leurs banques en termes de trésorerie. Et donc c'est là le critère pour nous principal, c'est ces marchés publics en 2021. Pour vous donner une illustration, je ne sais pas si ce sera la même chose côté collectivité, l'État avait 2,7 milliards pour ses bâtiments et ceux des universités. Nous avons reçu en un mois, puisque l'appel à projet avait été ouvert le 7 septembre et clôturé le 9 octobre, nous avons reçu pour 8,4 milliards de projets, dont nous avons gardé 2,7 milliards. Et je ne sais pas si on sera dans les mêmes ordres de grandeur pour les collectivités, mais on sait qu'il y a des besoins et de la demande, et on veut vraiment que ça puisse pousser les entreprises du territoire. Enfin, nous aurons des premières indications sur la question des bases et des compensations. Normalement, la semaine prochaine, les bases définitives de TH seront communiquées comme à l'accoutumée en mars. Nous n'avons pas de retard, aucun retard signalé aujourd'hui sur les états fiscaux et les notifications. La volonté de prendre en compte les compensations est bien au rendez-vous. Je ne sais pas vous répondre sur l'année 2019 ou pas par rapport au vote des abattements. Oui. Mais je vais le vérifier, on reviendra vers vous parce que je ne sais pas y répondre à cet instant. Par contre, nous avons fait en sorte, et d'ores et déjà prévu, que les rôles supplémentaires pour 2020 pourraient être ajoutés aux bases de compensation, justement pour tenir compte du caractère atypique de l'année et éviter que tel ou tel scorie se traduise par une dépréciation des compensations pour les collectivités. Merci beaucoup. Donc, la parole est à notre collègue Jean-Yves Roux, suivi de Sonia de la Provoté, qui tous les deux sont en visio. Jean-Yves. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Écoutez, moi je suis aussi très heureux d'être présent avec vous pour vous auditionner, Monsieur le Ministre, car vous avez toujours des réponses qui sont très claires et très précises, et cela nous accompagne pour aussi remonter un peu les informations et donner les informations de l'État sur nos territoires. Moi, ma question concerne la réforme de la TGAP en milieu rural, plus particulièrement. Vous savez, l'article 8 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit une augmentation de 1,6% en 2019 de la TGAP. En 2021, chaque tonne de déchets non dangereux envoyée en stockage est majorée de 12 €, tandis que la majoration sera de 5 € pour une tonne de déchets qui est non dangereux, qui sera envoyée en incinération. Donc, je salue bien sûr l'objectif principal de la TGAP, qui est de faire changer les pratiques et les comportements en matière de déchets. Mais dans ce contexte, les intercommunalités qui assument la compétence liée à la collecte et au traitement des ordures ménagères font face à des augmentations de charges sans précédent avec leur engagement et puis un engagement pour essayer de faire baisser le volume de déchets dont elles ont la responsabilité. Vous savez, Monsieur le Ministre, je suis le sénateur des Alpes-de-Provence et de nombreuses initiatives ont été prises en faveur des consignes de tri, l'optimisation des collectes aussi en milieu rural avec le déploiement des points d'apport volontaires.
Or, comme tout le monde le dit, la situation économique est très défavorable pour les collectivités qui vendent, je veux dire, les matériaux recyclables à perte. Avec les prix de reprise de ces matériaux qui ont fortement baissé en 2020, ce qui obère les finances des collectivités territoriales. Dans ce contexte, l'augmentation qui est prévue de 50% de la TGAP due à la réforme à partir de janvier 2021 crée une charge très importante et très difficilement soutenable pour les administrés, mais aussi pour les collectivités. Donc ma question est simple, Monsieur le Ministre, est-ce qu'il est possible d'envisager un mécanisme de lissage de l'augmentation de cette réforme qui est prévue, et si c'est possible jusqu'en 2023? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Sonia de la Provoté. Chers collègues. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre de la précision de vos réponses et du temps pris. Moi, ma question va être à la fois générale et à la fois tout à fait d'actualité. Dans la contribution dans le fonctionnement local des collectivités, la contribution de l'État est éminemment importante. Il a été décidé que les collectivités locales aient moins d'impact sur la fiscalité. Il n'y a pas d'impact sur les taxes. Les contributions des autres collectivités entre elles au travers de projets ne vont pas augmenter dans les années à venir parce que chacun va rencontrer ses propres difficultés et arbitrages en matière budgétaire. En ce qui concerne le mécénat ou les contributions privées, on ne s'attend pas non plus à avoir une augmentation des contributions dans les années à venir. Dès lors, comme on a moins la main sur la fiscalité et que finalement l'autonomie fiscale va baisser, la question va être quand même celle de l'autonomie financière et donc de la part décisionnelle des collectivités locales sur les arbitrages des contributions des taxes, que ce soit au travers évidemment des dotations, des subventions, des contractualisations. On vient d'entendre sur le plan de relance, par exemple, est-ce qu'une partie des subventions pourrait être non fléchée et ne pas dépendre des décisions et des priorités de l'État et que les collectivités aient la main sur cet arbitrage de répartition budgétaire, puisque finalement, ces budgets, ces crédits, ils viennent des territoires. Ils ne sont pas que de l'État ou que des collectivités, ils sont avant tout des contribuables et ils viennent des territoires. Donc, il serait légitime, dans ce grand débat que nous avons sur les arbitrages budgétaires et finalement l'évolution que l'on souhaite voir venir sur le fonctionnement financier et budgétaire des collectivités locales, qui est une réflexion sur la part que l'État, dans ce grand package qu'on a qualifié de dotation de l'État, une réflexion sur la part que l'État est prêt à laisser aux collectivités locales pour qu'elles aient la main dessus et qu'elles retrouvent une part d'autonomie et de liberté dans la façon dont cet argent finalement qui vient des territoires et qui retourne au territoire puisse accompagner la différenciation, l'autonomie locale, les projets locaux, notamment je pense aux projets portés par les maires ou par les intercommunalités. Parce que à trop mettre de cadre et à ne pas laisser la main sur une part de liberté, eh bien finalement, le danger est grand de voir cette fameuse différenciation devenir une différenciation de papier et une différenciation de publicité et pas une différenciation dans les faits. La différenciation n'existera que si les collectivités ont les moyens financiers de la mettre en œuvre. Beaucoup, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Pour répondre au sénateur Roux, c'est un sujet qui a été évoqué. Aucune disposition n'a été adoptée dans la loi de finances pour permettre le lissage de l'augmentation de la TGAP telle qu'elle avait été prévue il y a maintenant quelques années ou quelques mois avec la loi de finances rappelée par le sénateur. Si nous actions, et je n'en sais pas l'utilité au-delà des exemples que je crois volontiers, mais l'utilité globale, ce lissage, il faudrait une disposition législative et donc rien n'est possible avant un éventuel PLFR et je ne cache pas qu'au-delà de l'intérêt du sujet, je ne suis pas spécialement pressé que nous ayons besoin d'un PLFR en ce début d'année. Mais c'est un point que nous allons regarder, sur lequel nous allons pouvoir avancer. Sur les remarques, puisque les questions de Madame la sénatrice de la Prévôté. Là, j'ai un point de désaccord de principe, dans la mesure où je considère qu'il n'y a pas un contribuable local et un contribuable national, et que si on considère que les impôts nationaux collectés par l'État, c'est le même, mais si on considère que les impôts nationaux collectés par l'État
parce qu'il s'agit d'impôts nationaux, devraient être restitués au territoire pour que les élus locaux en fassent strictement ce qu'ils veulent et s'encadrent, cela signifierait que l'État assumerait l'augmentation ou la collecte des impôts, mais pas son usage. Est-ce que vous comprenez que c'est un peu compliqué à envisager? Il y a des montants de concours financiers qui sont libres d'usage. Je pense notamment à la DGF. Nous avons aussi veillé, avec les dotations d'investissement qui sont maintenues, je le rappelle, et augmentées dans le cadre du plan de relance, même s'il y a des critères, à laisser le maximum de marge de manœuvre. Que les collectivités souhaitent s'inscrire dans un plan de relance et avoir des actions différenciées, je le répète, c'est légitime. Et à chaque fois que nous pouvons l'articuler, nous l'articulons. Par contre, et ça rejoint la réponse que je faisais à Madame la sénatrice Brulin tout à l'heure, pour ce qui concerne les financements qui sont actés, proposés et votés par le Parlement, mais proposés et actés par le gouvernement et par l'État, il s'agit des priorités qui sont celles de l'État, qui seront financées et mises en œuvre. Nous avons malgré tout, et je pense notamment aux enveloppes de DSIL, on sait qu'il y a quelques critères sur la DSIL. Je précise que sur la DSIL extraordinaire liée à la crise, nous avons veillé à ce que les critères soient à la fois ceux de la DSIL et de la DETR pour n'écarter aucun territoire. Nous avons malgré tout des concours assez importants qui sont, sinon libres d'usage, en tout cas assez faciles à déployer sur des projets uniquement portés par les collectivités. Merci Monsieur le ministre. Je crois que nous avons permis à tous nos collègues qui souhaitaient de poser des questions. Alors, juste en écho, peut-être quelques remarques ou quelques observations. On voit bien au travers des questions qui sont posées comment on peut assumer ce qu'on appelle la libre administration des collectivités. Et j'ai un petit point de désaccord avec vous, Monsieur le ministre, quand vous dites que la DGF peut être utilisée librement, sans doute. Mais toutefois, néanmoins et cependant, je rappelle que la dotation globale de fonctionnement est versée par l'État pour que les collectivités assument, au nom de l'État, des compétences. Donc, voilà. Après, je pense que derrière toutes ces questions financières, il y a aussi la conception de l'articulation entre les acteurs de l'action publique. L'État régalien a ses fonctions, on a besoin d'un État fort et puissant, nul ne peut le nier, on a besoin de péréquation, mon collègue Bernard Delcros et d'autres l'évoquent souvent, et en même temps, si je puis dire, il faut que les collectivités locales puissent financer des investissements, des dépenses qui leur sont prioritaires compte tenu de la nature de leur population, de la nature de leur territoire. Donc comment on trouve cet équilibre? Et puis, au travers des questions, on tourne bien autour de la décentralisation ou de la déconcentration. C'est-à-dire on a soit un partenaire qui est l'État, qui pratique la verticalité, c'est-à-dire qui dit à juste titre, à raison, Monsieur le ministre, voilà mes priorités, et l'État a le droit d'afficher des priorités, donc vous venez vous inscrire dans ces priorités, et moi je vous aide si vos projets sont dans ma logique, et en même temps, si je puis dire, on doit cultiver l'idée d'une république ascendante, parce qu'on doit pouvoir prendre en compte des besoins légitimes et des aspirations d'élus responsables, mais qui partent des réalités de territoire. Alors, c'est un conflit sans doute difficile à gérer, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc, j'ai noté avec intérêt, Monsieur le ministre, que vous disiez que quand on commençait à l'heure, on était parfois un peu en retard. Je pense que là, on va finir un peu avant. Donc, vous voyez comment le Sénat est très attentif à vos souhaits. Je veux vraiment, Monsieur le ministre, vous remercier en mon nom personnel et en d'autres noms à tous, parce que, chacun l'a dit ici, je crois que les sénateurs apprécient votre assiduité au Sénat, votre confrontation avec des questions, des visions qui sont parfois un peu différentes, vos réponses toujours très claires, et donc ce respect que vous avez de la conception de notre démocratie qui fonctionne sur deux piliers, l'État, le Parlement, et puis naturellement il y a le troisième pilier que sont les collectivités. Alors vraiment, moi je veux vous remercier, vous dire combien on apprécie tout ça. Maintenant, Monsieur le ministre, mais je sais que vous êtes très clairvoyant, ne confondez pas la grande satisfaction que l'on a à travailler avec vous, avec une satisfaction sur le fond de ce que vous nous proposez. Je me sentais quand même obligée de
le dire, sinon vous ne m'auriez pas reconnu. Voilà, donc vraiment, Monsieur le Ministre, merci beaucoup. Moi, je note, et ça n'était pas un piège, aux questions que je vous ai posées sur les propositions du Sénat, je note, on va dire, votre intérêt ou votre adhésion. Moi, j'aimerais que vous nous aidiez à avancer aussi dans ce sens-là, parce que je crois que c'est un sens très positif pour l'État et nos collectivités. Enfin, je me permets de vous souhaiter à vous et à votre équipe une très bonne année, monsieur le ministre. Merci à vous. Merci Madame la Présidente. Je vous aurais reconnu, mais pas nécessairement cru, en fait. Ce qui est une façon de voir les choses différemment. Je saisis l'occasion, pardonnez-moi, de le faire après votre intervention de clôture, pour dire que tout à l'heure, j'ai indiqué que l'augmentation des allocations individuelles de solidarité, en réponse à Monsieur le sénateur Burgot et à Madame la sénatrice Brulin, était de 1,6%. Je précise que c'est toute allocation de solidarité confondue. Alors, si on se centre sur le seul RSA, on est à 7%, ce qui est différent, et ma conseillère qui m'accompagne me glissait cette précision à juste titre. C'est 1,6% pour toutes les AIS, 7% si on se concentre sur le RSA, pour que le débat soit parfaitement clair sur ce sujet-là. En tout cas, merci à toutes et à tous, à très bientôt. J'ai un petit post-Christum, excusez-moi, Monsieur le ministre, j'ai oublié, mais qui est important. J'ai cru entendre, lorsque nous avons parlé du groupe de travail sur le financement des collectivités, j'ai cru vous entendre dire que vous associez au groupe de travail technique les collaborateurs des parlementaires concernés. Donc moi, j'ai juste... voilà, on a échangé avec Marc Ledor et je ne pense pas qu'à ce jour, les administrateurs de la délégation aient été sollicités. Donc si je n'ai pas mal compris ce que vous avez dit, voilà, nous serons très heureux de participer aux travaux préparatoires. Merci, Monsieur le Ministre.